Nous allons étudier la transmission synaptique GABAergique. C'est donc un deuxième exemple de transmission synaptique avec, pour neurotransmetteur ici, le GABA. La transmission synaptique GABAergique est un peu difficile à comprendre car elle implique des ions chlorure qui sont chargés négativement. Or, tous les courants sont définis par rapport à des mouvements de charge plus. Donc là, il faut un peu inverser le raisonnement et nous allons essayer de faire en sorte que ce soit facile. Observons la réponse d'un neurone postsynaptique, ici, à la stimulation d'un neurone présynaptique qui a pour neurotransmetteur le GABA. On est en configuration cellule entière pour les deux neurones connectés, en mode courant imposé pour enregistrer des changements de potentiel, et le chlore intracellulaire est fixé à 14 millimolaires dans les pipettes et à 146 millimolaires à l'extérieur. Ça donne un potentiel d'inversion de moins 59 millivolts pour les ions chlorure. On stimule le neurone présynaptique par un pulse de courant dépolarisant d'amplitude suffisante pour créer un potentiel d'action. Ce potentiel d'action créé ici au segment initial se propage le long de l'axone, arrive aux terminaisons, fait libérer du GABA et donne un potentiel hyperpolarisant, légèrement hyperpolarisant. Vous voyez ici l'échelle, c'est une toute petite hyperpolarisation, lorsque la membrane est à moins 50 millivolts. Ce potentiel hyperpolarisant est appelé potentiel postsynaptique inhibiteur. Donc, quand on stimule un neurone présynaptique GABAergique, on entraîne une hyperpolarisation transitoire de la membrane postsynaptique. Ici, il s'agit de neurones adultes. Si on ajoute dans le milieu extracellulaire une benzodiazépine, ici le diazépam, on voit une augmentation de l'amplitude du PPSI. C'est une caractéristique de l'effet des benzodiazépines. Et pour être sûr qu'il s'agit bien d'un courant dû au GABA, on met de la gabazine, qui est un bloquant de canaux GABA-A, et on voit que ce PPSI disparaît totalement. Quel est le courant sous-jacent à ce PPSI? Quel est le canal impliqué? Comment agissent les benzodiazépines? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a deux types de récepteurs du GABA, des récepteurs ionotropiques et des récepteurs métabotropiques. Les récepteurs ionotropiques sont des récepteurs canaux et les récepteurs métabotropiques ne sont pas des récepteurs canaux. Nous n'allons voir aujourd'hui que les récepteurs du GABA de type A, GABA-A, qui sont des récepteurs canaux. Le récepteur GABA-A est formé de 5 sous-unités qui délimitent en leur milieu un port aqueux où passent les ions. Ces 5 sous-unités ont cette forme générale qui est montrée ici. Elle s'appelle alpha, bêta ou gamma. Il y en a de multiples alpha, de multiples bêta et de multiples gamma. Il y a un grand domaine extracellulaire, 4 domaines transmembranaires et un C-terminal qui est situé du côté extracellulaire. Le GABA se fixe entre les sous-unités alpha et bêta, c'est-à-dire qu'il faut des sous-unités alpha et bêta pour délimiter un site récepteur du GABA. On voit ici alpha-bêta, ici alpha-bêta, alpha-bêta. Donc ce site récepteur, il est là, plus une partie d'une sous-unité différente. Donc une partie ici d'une sous-unité alpha, une partie d'une sous-unité bêta. On voit ici un canal qui est de type alpha 2, bêta 3, et ici alpha 2, bêta 2, gamma. Le plus souvent, c'est comme ceci, mais il y a beaucoup de différentes formes de récepteurs GABA-A. Mais ils ont en commun d'être tous perméables au même type d'ion et d'être tous activés par la fixation du GABA. Il faut que 2 molécules de GABA se fixent sur le récepteur pour que ce récepteur s'ouvre. Ce qu'on voit ici, c'est donc une forme fermée et ici ouvert. Et quand il est ouvert, les ions peuvent passer.